Il fut un temps où l'Empire perse ne se contentait pas de conquérir le monde, il l'absorbait. 60 nations furent intégrées, restructurées de l'intérieur et refaçonnées à l'image de la Perse. Puis l'histoire retourna ce même instrument contre son créateur. L'Iran fut englouti tout entier, plus d'une fois, par des forces convaincues d'avoir éteint quelque chose d'irréversible. Et chaque fois, une reconstruction commença. Non pas dans les salles du trône, non pas dans les chambres législatives, mais dans les mains d'une femme pressant la pâte contre la paroi d'un four d'argile avant que la ville ne s'éveille. Dans le geste d'un paysan avançant entre des floraisons mauves à la lueur d'une lampe, cueillant le safran dans le froid et l'obscurité avant un lever de soleil qui détruirait en quelques minutes tout ce que ses mains avaient patiemment rassemblé. Dans une famille de 5 personnes réunies autour d'un unique brasero dans une unique pièce, puisant dans un instinct affiné au fil des siècles, un instinct qui a survécu à chacun des empires qui arriva, convaincu d'être le dernier. Le monde observe l'Iran à travers une ouverture très étroite. Sanctions, missiles, confrontations politiques. Ce qui passe par cette ouverture, c'est un gouvernement. Ce qui demeure invisible derrière elle, ce sont 30 millions de foyers, chacun menant sa propre négociation quotidienne et silencieuse avec l'inflation, l'isolement et l'effritement lent d'une vie qui aurait dû, depuis longtemps déjà, être devenue autre chose. Et ce n'est pas l'Iran dont le monde débat. C'est l'Iran qui fut enterré à maintes reprises et qui ne cessa jamais de se relever. Toute civilisation soumise à un siège prolongé finit par se heurter à la même question fondamentale. Lorsque le monde tranche le fil qui vous relie à ces systèmes, sur quoi vous appuyez-vous? Pour l'Iran, la réponse n'a jamais été une seule chose. Elle a toujours été 2 choses à la fois. La géographie immuable qu'aucun instrument politique ne peut déplacer et le travail patient, sans hâte, qu'aucun embargo n'a jamais été conçu pour reproduire. Chaque baril de pétrole quittant l'Arabie saoudite, le Koweït, l'Irak ou les Émirats arabes unis doit traverser le même couloir d'eau de 33 km. Un passage si étroit que depuis le littoral iranien, un œil attentif peut distinguer sans peine les contours de la rive opposée. Il n'existe aucun itinéraire alternatif, aucun contournement viable. Le détroit d'Ormuz n'est pas simplement une voie navigable inscrite sur une carte. C'est le pivot géographique sur lequel l'économie énergétique de la planète tout entière tourne, silencieusement et sans interruption. L'unique goulot d'étranglement par lequel 25% du pétrole mondial doit transiter chaque jour, transporté dans des supertankers en route vers les raffineries de Chine, d'Inde, du Japon et de Corée du Sud. L'Iran ne possède pas ce pétrole, mais le littoral iranien définit l'intégralité du bord nord de ce corridor. Et une civilisation, effectivement coupée du système financier mondial, contrôle encore le passage par lequel ce système puise son souffle. Chaque fois que l'Iran élève la voix au sujet d'Ormuz, les marchés pétroliers réagissent en l'espace de quelques heures. Non pas parce qu'un seul navire aurait été touché ou retardé, mais parce que le monde comprend, avec une clarté profondément ancrée et quelque peu inconfortable, exactement où se trouve la porte et quelle main repose contre elle. Et pourtant, le portrait le plus discrètement saisissant de la résilience économique iranienne ne se trouve pas en mer. Il se trouve à 4 heures du matin dans les vastes champs de safran du Khorasan, cet antique trésor de l'Orient où des paysans avancent entre les rangées de crocus mauves à la lueur de leurs lampes, cueillant à la main dans le froid et l'obscurité, luttant contre un lever de soleil qui flétrirait les stigmates et effacerait en quelques minutes chaque heure de labeur nocturne. 150 000 fleurs récoltées une à une pour produire 1 seul kilogramme de safran séché. On le trouve aussi dans l'atelier d'un maître tisserand de tapis dont les mains parcourent le métier avec la précision et la concentration de quelqu'un qui compose une musique, nouant 6000 nœuds asymétriques chaque jour pendant 6 mois. Pour produire un objet qui ne s'infléchit pas à l'inflation, qui ne nécessite aucun compte en banque et qui ne peut être gelé, saisi ou dévalué par aucun décret exécutif émis dans quelque capitale étrangère que ce soit. Un tapis persan conserve sa valeur d'une génération à l'autre. Il peut s'échanger directement de personne à personne sans la médiation d'aucune monnaie. C'est la réponse la plus élégante de l'économie iranienne au siège. Une valeur culturelle maximale, concentrée dans une forme portative et pratiquement indestructible. Géographie, patience, artisanat. Tels sont les 3 instruments de l'Iran sous pression, chacun opérant dans un domaine qu'aucune architecture de sanctions n'a jamais été conçue à atteindre.
Et lorsque même ceux-ci ne suffisent plus, lorsque le poids cumulé de l'isolement devient quelque chose que les solutions pratiques seules ne peuvent plus porter, les Iraniens se tournent vers Hafez. Non pas parce que ces vers offrent des remèdes, mais parce qu'ils offrent quelque chose de plus durable que les remèdes. Un langage assez précis pour nommer ce qui se passe. Et nommer les choses, la tradition persane l'a toujours compris, est le premier acte nécessaire sur le long chemin qui mène à les survivre. Tout voyage authentique en Iran ne commence pas depuis un terminal d'aéroport, ni depuis un monument célèbre, ni depuis un lieu qui figurerait sur quelque carte touristique ordinaire. Il commence depuis une cour intérieure dans un village iranien sans nom, dans les 10 minutes qui précèdent le lever du soleil, lorsque le monde est encore retenu dans l'obscurité et que le jour n'a pas encore décidé de la forme qu'il prendra. C'est là que vit l'Iran véritable. Avant que la lumière n'ait franchi les crêtes des chaînes de montagnes, le village est déjà en mouvement. Non pas avec urgence, non pas avec l'énergie précipitée et anxieuse d'un matin citadin, mais avec la certitude calme et posée de gens qui ont accompli la même séquence d'actions depuis 1 millier de matins et qui entendent la répéter 1 millier de fois encore, sans jamais avoir besoin qu'on leur rappelle la prochaine étape. Une grand-mère traverse la cour avec un balai dont le rythme régulier porte l'autorité de quelqu'un qui n'a jamais eu besoin, une seule fois dans sa vie, qu'on lui dise comment faire. Ses lèvres remuent, non pas tout à fait en prière, mais dans la récitation à demi consciente d'un poème qu'elle connaît depuis l'âge de 8 ans, un poème que la répétition a rendu indissociable du souffle lui-même. Autour d'elle, le matin s'assemble comme un mécanisme vivant, chaque partie en relation avec toutes les autres. Les filles plus jeunes descendent porter du fourrage aux poulets et aux pigeons gardés dans l'enclos du bas. Le fils aîné dégage les canaux de drainage avant que l'humidité ne puisse compromettre les fondations de tout ce que la famille a mis des générations à construire. Telle est la philosophie de survie de l'Iran rural. Non réactive, non dramatique, jamais mise en scène pour un public extérieur. Quotidienne, constante et profondément relationnelle. La famille paysanne iranienne n'attend pas la catastrophe pour improviser une réponse. Elle entretient ses fondements chaque matin avec la même attention soutenue qu'elle apporte à ses relations par une constance silencieuse appliquée dans la durée avant que qui que ce soit ne soit là pour regarder. Au milieu de la matinée, la fumée de bois du four tandoor dérive à travers la cour comme une annonce discrète que le premier rassemblement du jour approche. Si l'on veut véritablement comprendre une civilisation, la recherche ne devrait pas commencer par ses monuments. Elle devrait commencer par ses cuisines et ses champs. Dans les villages d'Iran, la cuisine n'est pas une pièce. C'est à la fois un laboratoire, une salle de classe et un temple, présidé par des femmes dont les mains portent une forme d'intelligence pratique qu'aucune institution culinaire n'a jamais réussi à codifier ou à transmettre entièrement. Le four tandoor, cet ancien cylindre d'argile creusé dans la terre comme un récipient conçu pour accueillir le feu, est une institution sociale autant qu'un appareil de cuisson. Un rituel quotidien de chaleur collective qui a survécu à chaque empire, à chaque invasion et à chaque sanction que la longue histoire de cette terre a produit. L'allumé exige un jugement accumulé au fil des décennies. La sécheresse du bois, le rythme auquel le feu doit être bâti, la température intérieure lue non pas avec un quelconque instrument, mais avec la sensibilité exercée d'une paume tendue. La pâte est toujours travaillée à la main, parce que les femmes plus âgées expliqueront avec une conviction absolue que la chaleur transmise des mains humaines dans la pâte en modifie la texture d'une manière qu'aucun procédé mécanique n'a jamais pu reproduire. Et au-delà des murs de la cuisine, dans les vastes champs de safran du Khorasan, cet antique trésor de l'Orient, cette même philosophie du travail patient et concentré atteint son expression la plus extraordinaire. 150 000 crocus mauves, chacun ouvert à la main dans le froid et l'obscurité avant l'aube, pour produire 1 seul kilogramme de stigmates séchés. Dans une économie contrainte par les sanctions, c'est la survie distillée à sa forme la plus pure et la plus concentrée. Une valeur maximale, un poids minimal, extrait par rien d'autre que la patience humaine et des mains humaines œuvrant dans l'obscurité avant que le monde n'ait ouvert les yeux. Comme la cité du salut, le cœur spirituel battant du monde chiite, est un lieu si profondément saturé de finalités sacrées que l'atmosphère elle-même paraît altérée comme alourdie par l'accumulation des prières de 14 siècles de pèlerinage. Le dôme du sanctuaire de Fatima Massoumeh s'élève au-dessus des toits environnants comme un second soleil qui aurait choisi de demeurer immobile.
Sa surface dorée recueille la lumière du matin avec une intensité qui semble calibrée pour être visible de aussi loin que le chagrin qui pousse les gens à entreprendre ce voyage. Les pèlerins arrivent à Qom de l'ensemble du monde chiite, du sud de l'Irak, des banlieues sud de Beyrouth, des vallées Hazara d'Afghanistan, portés par une foi qui n'invite pas seulement à croire, mais qui exige que cette croyance soit portée sur le corps, ressentie dans les os et offerte sans réserve à des étrangers. Chaque année, la fête de l'Achoura transforme les rues d'Iran en quelque chose qui n'a de précédent exact nulle part ailleurs sur Terre. Des fleuves de deuil collectif, une reconstitution rituelle du martyre de l'imam Hussein à Karbala en l'an 680 de l'ère commune. Un événement si fondateur de l'identité chiite qu'il continue de façonner l'architecture émotionnelle de toute une civilisation 13 siècles après s'être produit. Ce que les observateurs extérieurs lisent si constamment à rebours dans ce spectacle, c'est sa fonction. Dans la théologie chiite, la souffrance n'est pas simplement endurée puis mise de côté, elle est métabolisée, transformée par le rituel collectif en une source de solidarité et de force qui soude les individus en un corps communautaire capable d'absorber ce qui, sans cela, briserait les gens. Qom n'offre pas simplement le réconfort du salut. Elle reconstruit ceux qui y arrivent, chaque année, dans les rues, ensemble, à travers une dévotion d'une intensité bouleversante et d'une sincérité absolue. Yazd, la mariée du désert, une ville de tours à vent et de silence particulier surgissant du cœur du plateau central iranien, est l'une des villes habitées en continu depuis le plus longtemps sur Terre. Ici, à l'intérieur du temple du feu Atash Behram, brûle une flamme qui ne s'est pas éteinte depuis plus de 1500 ans. Elle a survécu à la conquête arabe. Elle a survécu à l'invasion mongole. Elle a survécu à la révolution islamique. Nul vivant aujourd'hui ne sait précisément comment elle y est parvenue, seulement qu'elle a été entretenue de génération en génération par des prêtres zoroastriens dont la mission unique, héritée et transmise sans interruption, est de veiller à ce que le feu ne s'éteigne pas. Bien avant que l'appel à la prière ne résonne sur les déserts de Perse, le zoroastrisme avait fourni à cette civilisation son architecture morale. Et quelle architecture! La proposition centrale de cette religion est extraordinaire par sa clarté. L'univers est engagé dans un combat éternel entre Asha, la force de la vérité et de l'ordre cosmique, et Drudge, le principe du chaos et de la tromperie. Et chaque être humain est appelé, à chaque instant de chaque journée, à choisir laquelle de ces forces ses actes serviront. Il ne s'agit pas d'une théologie abstraite confinée au texte et au temple. Cet héritage zoroastrien court sous tout ce qui est distinctivement iranien. Sous la célèbre hospitalité envers les étrangers, sous l'artisanat si méticuleux qu'il frôle la dévotion, sous le refus d'être spirituellement compromis, même lorsque la pression économique à consentir des concessions devient presque insupportable. Le feu sacré de Yazd n'est pas simplement un artefact religieux conservé sous verre. Il est le plus ancien symbole vivant de l'insistance soutenue d'une civilisation à garder sa propre lumière allumée, quoique le monde extérieur ait répétément tenté d'éteindre. Sur les flancs du mont Sahand, en Azerbaïdjan oriental, volcan endormi dont le passé géologique violent a créé entièrement par accident les conditions d'un des environnements bâtis les plus stupéfiants de la Terre, se trouve Khandovan, le village des cônes. Un lieu où personne n'a jamais construit une maison au sens conventionnel du terme, parce que la montagne elle-même a choisi de le devenir. Au fil de millions d'années, les cendres volcaniques compressées, expulsées lors des anciennes éruptions du Sahand se sont solidifiées en tuf, une matière au caractère paradoxal. Assez souple pour être façonnée à l'aide d'outils manuels, mais assez durable pour avoir abrité une occupation humaine continue depuis au moins 1000 ans. Chaque maison de Khandovan a été creusée directement dans ses formations en cônes élancés. Chaque habitation, un espace sculpté à même le corps de la montagne. Le génie de cet agencement est avant tout thermique. Le tuf est criblé de microporosité, une isolation naturelle dont l'efficacité continue de défier les matériaux de construction modernes. En hiver, la chaleur produite par un simple poêle à bois rayonne dans la roche environnante, qui conserve cette tiédeur pendant des heures après que le feu s'est réduit à des braises. En été, des murs atteignant 2 mètres d'épaisseur empêchent la chaleur extérieure, qui dépasse fréquemment 40 degrés, de pénétrer l'intérieur.
En contrebas, les espaces réservés au bétail fournissent une source supplémentaire de chaleur rayonnante qui monte naturellement à travers les sols de pierre, contribuant à la régulation thermique du bâtiment sans aucun système mécanique délibéré. Rien n'est gaspillé. Aucune énergie ne s'échappe sans servir un but. Il ne s'agit pas d'une architecture primitive. C'est une architecture que le génie moderne, avec toute sa sophistication computationnelle, n'a pas encore réussi à surpasser sur ses propres termes. Sur les flancs verdoyants et détrempés des montagnes de l'Alborz, vit un village nommé Massoulet, la cité sans route, qui est, dans le sens architectural le plus littéral qui soit, un unique escalier continu bâti contre un flanc de montagne d'une déclivité si extrême que la construction d'une route conventionnelle n'y fut jamais sérieusement envisagée comme solution. Massoulet résolut le problème du vivre en verticalité par un agencement d'une simplicité si élégante qu'il paraît inévitable une fois qu'on l'a vu. Le toit de chaque maison inférieure devient le chemin piétonnier de chaque maison supérieure. 300 habitations s'empilent sur un dénivelé de plus de 100 mètres, reliés par des chemins de pied qui sont simultanément propriété privée et infrastructure communautaire partagée. Le type d'agencement qui ne peut fonctionner qu'au sein d'une culture où la frontière entre l'individuel et le collectif est tracée avec une compréhension fondamentalement différente de celle qui prévaut dans l'Occident urbain moderne. L'ingénierie structurelle nécessaire pour maintenir ce système à travers les siècles est considérable. Les charpentes en bois enchâssées sous chaque terrasse doivent supporter non seulement le poids de l'accumulation de neige et des pluies saisonnières, mais aussi le passage quotidien de familles entières se déplaçant entre les niveaux dans le cadre de leur routine ordinaire. Le crépi d'argile ocre qui recouvre chaque mur a été choisi non pas principalement pour ses qualités esthétiques, bien qu'il produise un effet d'une beauté remarquable, mais pour une raison pratique de repérage. Dans les épaisses brumes caspiennes qui roulent depuis le nord avec la régularité des marées, ce chaud ton doré rend le village lisible lorsque le brouillard réduit la visibilité à quelques mètres, permettant aux gens qui rentrent des champs inférieurs de retrouver leur maison à la couleur seule, lorsque les formes et les contours ont été dissous par les intempéries. Massoulet est ce qui émerge lorsqu'une communauté accepte pleinement et sans réserve les termes imposés par la montagne et découvre en se faisant quelque chose de plus authentiquement beau que toute ville jamais conçue depuis un bureau d'urbanisme n'a jamais réussi à produire. Arriver à Abianais, c'est faire l'expérience de quelque chose qui ressemble à un déplacement physique. Non pas au sens métaphorique, mais avec une sensation corporelle véritable, comme si la route qui vous y a conduit ne vous avait pas seulement mené à un autre endroit, mais à un autre siècle. Connu sous le nom de village rouge de Perse, Abianais est l'un des villages habités en continu depuis le plus longtemps en Iran, et sa couleur n'est pas un choix décoratif. Chaque mur, chaque ruelle, chaque surface de cour irradie un rouge ocre profond. Conséquence naturelle de la construction avec de la boue mêlée d'argile riche en oxyde de fer extraite des montagnes Kharka environnantes. Lorsque ce matériau sèche en altitude sous un soleil intense, il acquiert une dureté et une résistance à l'eau que la construction en terre conventionnelle ne peut reproduire, transformant effectivement l'ensemble du village en une forteresse entretenue d'elle-même, faite de terre compressée et minéralisée. Les fenêtres à treillis de bois sculpté, les rosiers qui ponctuent chaque façade, représentent une deuxième couche d'intelligence environnementale. Leurs écrans géométriques complexes laissent entrer une lumière adoucie et diffuse, tout en bloquant le vent direct et en protégeant les espaces intérieurs des regards extérieurs, créant des pièces à la fois lumineuses, intimes et bien abritées des éléments. Mais l'acte de survie le plus extraordinaire d'Abianais est entièrement invisible à l'œil. L'isolement géographique imposé par les montagnes environnantes a préservé, parmi les habitants les plus âgés du village, une variante du persan médiéval si archaïque que les linguistes la classent comme plus proche du pahlavi parlé sous l'Empire sassanide que de toute forme de farsi moderne. Les murs rouges d'Abianais n'abritent pas seulement les corps de ses habitants. Ils ont préservé, à travers 14 siècles d'occupation continue, le son d'une langue que le reste du monde avait depuis longtemps conclu avoir disparu à jamais. Dans les hautes terres arides de la province de Kerman, un lieu nommé Meimand, que les archéologues estiment habité en continu depuis environ 12 000 ans, est l'un des plus anciens établissements humains connus sur Terre.
Un voyageur qui l'approche de loin ne trouvera, de façon quelque peu déroutante, presque rien à voir. Dans les terres désertiques de Kerman, où la température entre midi et minuit peut varier de 40 degrés en une seule rotation de la Terre, les habitants de Maimond sont parvenus à ce qui est peut-être la solution la plus élégante à l'extrême thermique jamais produite par l'ingéniosité humaine. Ils n'ont pas construit des structures destinées à résister au climat. Ils sont descendus en dessous entièrement. Le village se compose d'environ 250 pièces creusées à la main dans le grès compacté d'une série de collines. Des habitations créées, non pas en s'élevant, mais en s'enfonçant, chaque chambre façonnée par l'enlèvement de la roche jusqu'à ce que l'espace atteigne précisément les dimensions nécessaires pour y vivre confortablement. La physique sous-jacente à cette solution est simple et sans ambiguïté. Au-delà d'une certaine profondeur, la température de la roche se stabilise à la température annuelle moyenne de surface du lieu, ici environ 16 degrés, et s'y maintient indépendamment du fait que la surface directement au-dessus connaisse midi à 50 degrés ou l'avant-aube à moins 10. Les habitants de Maimond vivent à l'intérieur d'un thermostat naturel depuis 12 millénaires. Et vue de loin, la localité reste presque parfaitement fondue dans le flanc de collines qui l'entoure, un avantage défensif dans les siècles où des armées traversaient ce paysage avec une régularité dévastatrice et imprévisible, valant en pratique bien davantage que n'importe quel mur qui aurait pu être érigé en surface. Sous la surface des grands déserts d'Iran, sous le sable, sous le silence, sous l'apparente et absolue vacuité, court l'un des systèmes d'ingénierie les plus ambitieux jamais conçus par une civilisation pré-industrielle. Les Iraniens l'appellent le Qanat, un réseau de canaux souterrains légèrement inclinés, dont certains s'étendent sur 50 km ou plus, conçus pour localiser les eaux souterraines profondes dans les aquifères de montagne et les acheminer par la seule gravité, sans aucune assistance mécanique, vers les villages et les champs agricoles dans les plaines et les vallées bien en contrebas. Yazd, cette antique cité de tours à vent et de silence, n'existerait pas sans ces Qanats, ni des dizaines d'autres villes réparties sur le plateau iranien, des localités qui apparaissent à tout observateur extérieur comme des exemples remarquables et presque inexplicables d'occupation humaine dans des endroits où celle-ci ne devrait pas être possible. Le génie du système est thermique autant qu'hydraulique. En acheminant l'eau dans des canaux souterrains, le Qanat prévient l'évaporation que les températures de surface désertique, dépassant régulièrement 50 degrés, infligeraient, sinon à chaque goutte avant qu'elle n'atteigne quelque destination utile. La gestion de ce système incombait historiquement à l'un des officiers administratifs les plus déterminants de la vie civile iranienne, le Mirab, le maître des eaux, qui utilisait une ancienne horloge hydraulique en laiton. Un bol calibré flottant dans un récipient plus grand avec un orifice mesuré avec précision pour allouer le temps d'irrigation à chaque foyer avec une exactitude mesurée en secondes. Cette précision n'était pas une formalité administrative ou l'expression d'un formalisme bureaucratique. C'était le fondement physique de la cohésion sociale. Dans une communauté où la marge entre survie et échec se mesurait en minutes de débit d'eau, la justice ne pouvait pas être approximative, pas même d'une seconde. Pendant 12 000 ans, la réponse iranienne à un monde hostile fut de descendre dans la roche sous la surface, hors de vue, abritée par la terre elle-même. Puis vint la ville. Et la ville exigea le contraire absolu. S'élever, s'étendre, se heurter continuellement à 14 millions d'autres vies, se déplaçant dans 14 millions de directions différentes et simultanées. Le silence de Maimond et le grondement de Téhéran ne sont pas deux pays différents. Ils sont les deux extrémités du même instinct profond. L'instinct de persister selon ses propres termes, par quelque moyen que le paysage exige des gens qui l'habitent. Téhéran, la ville aux 1000 contradictions, est une métropole de 14 millions d'âmes qui fonctionne simultanément sur au moins 3 lignes du temps entièrement distinctes, superposées l'une sous l'autre comme des strates géologiques, chacune avec sa propre logique, ses propres règles non écrites et son propre rapport au concept de liberté. En surface, Téhéran présente un spectacle de complexité organisé à la fois saisissant et véritablement écrasant. Un océan rugissant d'automobiles, de motos et de piétons dans une brume de pollution qui semble fonctionner selon des principes invisibles à tout observateur extérieur. Sa circulation se déplace comme une performance collective perpétuelle et improvisée qui, miraculeusement, ne cesse de progresser. Descendez sous cette surface et une ville entièrement différente apparaît.
Le métro, propre, efficace et abordable, à un degré qui surprendrait la plupart des visiteurs, sillonne la géographie encerclée de montagnes de la capitale avec une compétence tranquille et sans prétention qui contraste de manière remarquable avec le chaos productif et créatif au-dessus. Cette juxtaposition, calme ordonné en dessous et improvisation créatrice au-dessus, est devenue pour beaucoup de résidents de Téhéran une expérience quotidienne et presque philosophique de deux systèmes coexistants qui devraient théoriquement être incompatibles mais qui ne le sont pas. Et en dessous de tout cela court un troisième Téhéran, invisible sur aucune carte, la ville numérique construite par la jeune population de la capitale grâce à un savoir largement partagé sur la manière de contourner un Internet mondial qui a été filtré et restreint de manière sélective. Il ne s'agit pas là d'un simple bricolage technique. C'est un acte sophistiqué et communautaire d'autodétermination intellectuelle. Toute une génération qui a grandi sous les sanctions, qui a étudié à travers la crise économique et qui en est ressortie non pas passive ou défaite, mais extraordinairement ingénieuse et créative. Une génération qui a compris que la carte qu'on lui avait remise était incomplète et qui, simplement et silencieusement, a dessiné la sienne. Ispahan, la ville que les Perses appellent Nesf et Jahan, la moitié du monde, était au sommet de la dynastie safavide au XVIIe siècle l'une des villes les plus vastes et les plus raffinées sur le plan architectural sur Terre. Un lieu d'une telle ambition et d'une telle réussite esthétique que les voyageurs européens qui en furent témoins rentrèrent chez eux en se trouvant incapables de décrire ce qu'ils avaient vu sans avoir l'air d'inventer quelque chose. Aujourd'hui, sa magnifique place centrale, le Naksh-e-Jahan, demeure parmi les espaces urbains les plus stupéfiants de toute l'histoire de l'établissement humain. Un rectangle de telle envergure que les minarets encadrant son extrémité lointaine semblent, lorsqu'on les contemple depuis l'extrémité proche, appartenir à une ville entièrement différente. Mais ce n'est pas la place, ni les mosquées, ni les bazars, aussi extraordinaires que chacun soit véritablement, qui représente l'institution culturelle la plus importante d'Ispahan. Cette distinction appartient au pont Kajou, achevé en 1650 sous le règne du Shah Abbas II. Une structure conçue depuis ses fondations pour être bien davantage qu'un simple franchissement du fleuve. Ces 17 arches reposent sur des vannes capables de contrôler le débit de la rivière Zayandeh. Ces arcades inférieures abritaient autrefois des salles de thé et des galeries de repos ouvertes sur l'eau, servant de scène à la vie publique et sociale de la ville. Mais ce qu'aucun architecte n'inscrivit jamais sur aucun plan et qu'aucun gouvernement n'a jamais réussi à programmer ou à annuler, c'est ce qui se produit le soir sous ces arches de pierre. La façon dont la géométrie des plafonds voûtés capture et amplifie les voix humaines, encourageant les gens qui s'y rassemblent au crépuscule à simplement, spontanément se mettre à chanter. Aucune scène n'est préparée, aucun interprète n'est annoncé, aucun billet n'est proposé. Seulement des voix qui se trouvent les unes les autres sous la pierre. Dans une ville qui a toujours compris, peut-être mieux que la plupart, que la forme d'art la plus durable est celle qui n'a besoin d'aucune institution pour se maintenir et d'aucune permission pour commencer. Shiraz, la cité des poètes et des roses, capitale intellectuelle de la civilisation persane, est un lieu si totalement saturé de culture littéraire que ses habitants récitent des vers à table avec l'aisance et le naturel que d'autres apportent à la conversation ordinaire. À 40 km au nord-est, les terrasses de pierre de Persépolis s'élèvent d'une plaine silencieuse depuis qu'Alexandre le Grand consuma le complexe palatial en une seule nuit d'incendie en 330 avant l'ère commune. Un acte délibéré de destruction culturelle qui échoua si complètement que les ruines elles-mêmes sont devenues l'un des sites historiques les plus chargés d'émotions au monde. Les bas-reliefs gravés sur les murs survivants de Persépolis racontent une histoire d'une échelle extraordinaire. 60 nations tributaires apportant leurs offrandes à la cour achéménide, leur tenue et leurs présents distinctifs rendus avec une précision individuelle telle que les archéologues peuvent identifier des vêtements et des objets spécifiques depuis 3 millénaires de distance. L'Empire est disparu. La pierre demeure. C'est précisément la leçon que les habitants de Chiraz ont assimilée à travers des siècles de proximité avec ces ruines et qui façonnent, plus que toute autre chose, leur rapport particulier à la poésie.
au tombeau de Haphès, le maître lyrique du 14e siècle dont les ghazals constituent le corpus de vers le plus mémorisé de la culture persanophone, les visiteurs pratiquent encore une forme ancienne de bibliomancie. On ouvre le divan à une page au hasard, on lit le premier vers rencontré comme un oracle personnel, une manière de traiter le poids spécifique du moment présent à travers la sagesse accumulée et la précision du passé. Ce n'est pas de la superstition. C'est la reconnaissance qu'un poète qui consacra sa vie à méditer sur l'impermanence, le désir et la nature de la foi réussit à comprimer dans des poèmes de 14 vers une intelligence navigatrice qui demeure étrangement utile 600 ans après sa mort, pour des gens vivant dans des circonstances qu'ils n'auraient pas pu imaginer. 4000 ans d'invasion, 4000 ans de feu, de conquête et de siège économique. Et à travers tout cela, le pain continua d'être fait avant l'aube. La flamme continua de brûler dans sa chambre de pierre ancienne. Les poèmes continuèrent d'être mémorisés par des enfants à qui l'on n'avait jamais dit pourquoi, seulement qu'il le fallait. Un envahisseur peut brûler un palais. Une sanction peut effondrer une monnaie et déformer les conditions de la vie quotidienne au-delà de toute reconnaissance. Mais aucune force extérieure dans la longue histoire de cette terre n'a jamais trouvé le moyen d'atteindre les mains d'une grand-mère et d'en retirer ce qu'elle y porte. Aucun décret n'a jamais réussi à bannir l'impulsion de se mettre à chanter sous une arche de pierre simplement parce que l'acoustique l'y invitait. Aucun instrument financier n'a jamais été conçu pour confisquer le sens enfermé dans un vers de Haphès récité de mémoire entre des inconnus qui se sont rencontrés 5 minutes plus tôt et ne se reverront probablement jamais. Ce n'est pas l'Iran que le monde a reçu à travers l'étroite ouverture d'un cycle d'information, mais c'est l'Iran qui a toujours été là, patient et singulier et profondément lui-même, absolument certain que quiconque arriverait finirait par repartir et que lorsqu'il serait parti, le pain aurait encore besoin d'être fait avant le lever du soleil.